Il y a un mouvement social qu'on peut diviser en trois parties. Il y a premièrement des grèves très importantes, des grèves générales qui se sont développées pendant toute cette période. Il y a 3 à 4 grèves générales par an contre les mesures qui concernent le secteur privé et le secteur public, qui sont des mesures de réduction de salaire, de réduction du personnel, réduction de pensions ou d'avantages sociaux en général. Ça, c'est une première partie du mouvement social. Il y a eu des grandes mobilisations à l'occasion de lois qui avaient des conséquences sérieuses pour la population et pour les travailleurs, des grandes mobilisations qui sont allées jusqu'à réunir à 2 occasions presque un demi-million de personnes sur la place Syntagma et qui ont conduit à disons, des changements au niveau du gouvernement, hein, des remaniements ministériels presque à des élections. Ça, c'est un mouvement qui s'est manifesté comme ça par de grandes mobilisations à l'occasion de grèves générales. Et puis, il y a aussi un mouvement nouveau de formation de structures solidaires, d'aide aux chômeurs, d'aide aux pauvres, d'initiatives au niveau de solidarité au niveau de la santé, au niveau de l'alimentation. Il y a des formations coopératives par des chômeurs. Il y a donc, c'est la troisième composante du mouvement qui s'est développé ces dernières années, qui est la naissance, la renaissance, selon certains, parce qu'il y a quand même un passé, d'une économie sociale et solidaire en Grèce qui joue un rôle très important. Nous avons donc un nouveau paysage social avec cette disponibilité des gens pour de grandes manifestations politiques et aussi cette disponibilité pour la création de structures solidaires permanentes, volontaires ou bien essayant de trouver du travail pour des chômeurs et des jeunes en général. Oui, il y a justement une discussion en Grèce pour savoir est-ce une crise ou est-ce un nouveau modèle. Moi, je suis plutôt de l'avis que c'est un nouveau modèle de capitalisme qui s'instaure, un capitalisme néolibéral pur, qui fait que c'est un peu semblable à ce qui s'est passé dans les années 80, à partir des années 80 en Amérique latine. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la société qui est dans le chômage, la précarité, la pauvreté, le manque de couverture sociale et médicale. Et bon, il y a une autre partie de la société qui continue à fonctionner, qui produit, il y a des revenus, il y a une production, des importations, etc. Et évidemment, avec cette, à première vue, disons, obsession avec la destruction de tout ce peut être représentatif. Hein, c'est-à-dire que la politique de la Troïka et du gouvernement grec, c'est qu'il faut éliminer absolument tout ce qui est représentatif de quelque chose, tout ce qui peut négocier avec le gouvernement. Il faut absolument atomiser tout le monde. Que ce soit les classes populaires qui sont atomisées à travers cette, disons, paupérisation, le chômage, etc., ou que ce soit les classes moyennes. Les classes moyennes étaient, en Grèce surtout, étaient assez bien organisées. Les ingénieurs, les médecins, les avocats, diverses catégories, les employés des entreprises publiques, etc., étaient très
très bien organisée, très forte. Il y avait des organisations très fortes. Et maintenant, il faut absolument que tout ça disparaisse. Et les professions ou les couches, disons, supérieures des catégories salariales liées au pouvoir doivent soit disparaître en tant qu'organisation, soit s'attacher au pouvoir. Ça, c'est un modèle qui s'installe, et donc un modèle qui est des années-lumière loin du modèle fordiste européen que nous connaissons bien et qui est toujours une référence pour beaucoup de monde, et oui, pour une partie de la gauche, on peut dire. Donc, il y a plus ça. C'est fini. Il n'y a plus de grandes organisations qui négocient, qui font des accords de développement par-ci, par-là. Non. Maintenant, on a ce que je viens de décrire, donc une atomisation, la division de la société en deux. La question qui se pose, c'est quand on est pour la justice sociale, l'emploi pour tout le monde, la réduction des inégalités, le développement économique éventuellement, etc., sur quelle force sociale on va se baser? C'est ça la grande question. On est habitué à ce que ce soit les syndicats ou les forces du travail organisées qui assument ce rôle tant bien que mal. Oui, mais ça n'existe plus. Alors, évidemment, on a des organisations syndicales qui subsistent. On a des formes d'organisation des travailleurs qui continuent à lutter, qui continuent, mais en se trouvant dans une nouvelle position qui n'est plus... c'est pour ça que j'ai mentionné avant le cas de la radio-télévision. C'est un cas caractéristique d'une situation limite. C'est-à-dire qu'on n'est plus face à un gouvernement avec lequel on négocie, on est avec un gouvernement qui détruit les bases d'existence d'une profession, d'un secteur. Alors là, on est obligé à arriver à un affrontement, bon, qui n'est pas facile naturellement, qui demande des alliances beaucoup plus larges au sein des forces populaires. Donc il y a premièrement ça, un changement donc d'orientation des organisations syndicales, qui sont plus des organisations qui négocient, mais ce sont les organisations qui s'affrontent dans une guerre de position. Mais de l'autre côté, il y a aussi les structures de solidarité, d'économie sociale et solidaire, qui commencent à former des nouvelles organisations populaires, mais évidemment avec de grandes difficultés, qui doivent faire preuve d'inventivité, qui doivent constituer un nouvel espace institutionnel en réalité. Par exemple, ce que nous disions avant à propos des cliniques médicales, donc de cette initiative volontaire de médecins et d'infirmiers et de citoyens, hein, pour offrir des services gratuits à des personnes qui n'ont pas qui ne sont pas couvertes pour les services de santé. Là, tu as une dynamique selon la conscience même de ces gens-là. C'est pas les théoriciens qui en parlent. Selon leur propre conscience, il y a une dynamique pour réformer tout le système de santé et aussi pour donner au système de santé les moyens pour couvrir tout le monde. C'est évidemment une révolution parce que ça demande aussi, dans une période de crise, avec une diminution du revenu national en général, avec une augmentation de la différence entre les pauvres et les riches, ça demande des redistributions de revenus en faveur des plus faibles très importantes. Donc, encore une fois, on est face à des décisions politiques qui doivent être prises, qui ont vraiment une très grande importance. Dans le domaine de l'alimentation, il y a maintenant des coopératives de consommateurs qui
s'allient à des producteurs pour avoir des produits moins chers dans les villes pour les gens qui n'ont pas les moyens et qui ont des revenus plus bas, etc. C'est un mouvement qui a une très grande importance en Grèce, qui a commencé spontanément par quelques mairies, etc. Bon, mais là se pose une question stratégique, je pourrais dire, plus importante. Oui, mais dans l'avenir, qu'est-ce qui va se passer? Il faut qu'on ait des produits alimentaires bon marché. Il faut donc des structures de consommateurs qui vont en permanence collaborer et négocier avec des structures de producteurs. Mais les producteurs sont dans une logique individualiste de la période précédente, donc il faut qu'ils changent leur point de vue. On se trouve donc dans une période qui est évidemment fort intéressante, parce qu'on est passé du modèle fordiste, ou bien de l'espoir du modèle fordiste, de quelques parties du modèle fordiste en Grèce, on est passé à cette situation du néolibéralisme pur, et là commencent à naître de nouvelles formes pour les organisations sociales de faire de la politique, de s'affronter au pouvoir économique et politique, de former des institutions sociales. C'est un laboratoire extraordinaire, si on le voit comme ça, disons, historiquement. Évidemment, avec toutes les souffrances et tous les dangers que ça entraîne. Mais je pense que nous trouvons, et c'est pour l'Europe, c'est évidemment très intéressant, parce que l'Europe et les organisations sociales, que ce soit les organisations solidaires et les organisations syndicales, doivent comprendre ça. Doivent comprendre premièrement, que cette manie des pouvoirs économiques, des élites économiques et politiques avec le néolibéralisme et la destruction de tout va continuer, ne va pas s'arrêter. Et ces organisations doivent comprendre que ce qui se joue en Grèce, c'est comment on va affronter l'avenir de tout le monde, pas seulement l'avenir des Grecs qui ont dépensé trop d'argent et comme ça ont dû emprunter, enfin, toute cette mythologie. La question c'est ça, hein, c'est ça. C'est le nouveau rapport de force, parce que, évidemment, dans le modèle fordiste, il y avait un rapport de force. Il y avait un rapport de force qui s'était formé et qui a joué pendant tout un temps. Maintenant, on voit la destruction du rapport de force ancien et il faut en construire un nouveau. Bon, il y a des gens en Grèce qui travaillent dans cette direction. Des gens très courageux, solidaires, qui innovent, qui sont là, présents pour créer quelque chose de nouveau. Et comme tu as très bien dit, la question est un nouveau rapport de force. Et donc concrètement, est-ce qu'il y a des leaders qui émergent? J'imagine que non, ou des porte-paroles qui discutent avec le pouvoir? Écoute, c'est un nouveau type de discussion avec le pouvoir. C'est plutôt un affrontement qui va conduire à ce que le pouvoir, disons, recule pour certaines choses. C'est pas la négociation collective du passé. C'est quelque chose de plus politique, plus conflictuel, mais qui peut avoir des résultats. Hein? On a l'expérience de l'Amérique latine, de ce point de vue-là. Dans tous les pays d'Amérique latine, il y a eu des gouvernements de gauche, ou enfin plus ou moins de gauche, avec la reconnaissance de l'économie sociale et solidaire, de tout ce monde qui pendant plusieurs années s'était organisé d'une nouvelle façon, avec des niveaux de vie différents, des coûts de vie totalement différents que le secteur capitaliste, mais qui ont réussi quand même à obtenir de la reconnaissance, à obtenir des fonds, etc. Moi, je pense qu'on est dans cette histoire, quoi. On va aller dans cette direction. Mais il faut vraiment
rapport de force, et donc il faut des alliances comme ça entre diverses formes d'organisation populaire. C'est comme dans ce que je disais pour la santé, c'est clair là. Et puis il y a des conflits maintenant, il y a eu un très grand mouvement de vente bon marché de produits de première nécessité, qui s'appelle Sans intermédiaire. C'est parti partout en Grèce, ça a commencé avec des pommes de terre quelque part, et puis maintenant c'est étendu partout dans toute la Grèce. Il y a des volontaires qui organisent la collecte de commandes des gens d'un quartier ou d'une région, et qui sont en contact avec des producteurs. Les producteurs viennent, ils savent qu'il y a une demande de autant de kilos de miel, autant de kilos de patates, etc. Ils vendent ça. Et d'habitude, ça se fait sur des grands parkings, des terrains vagues, etc. Il n'y a donc aucune reconnaissance. Il y a certaines municipalités qui envoient la police à ça. Hein? Et il y a maintenant un grave problème de la légalisation de ce type de marché. Et là, il va y avoir des luttes. Il y a déjà des luttes pour ça. Il y a dans plusieurs cas, il y a les citoyens qui sont mobilisés, qui imposent l'existence de ces marchés-là. Donc, on a vraiment un affrontement sur une question qui est quand même minime, hein, mais ça devient un affrontement politique. Et donc, les municipalités doivent prendre position. Les élections municipales qui vont avoir lieu bientôt sont en partie, disons, affrontées à ce type de problème, mais c'est un nouveau mouvement. Il faut essayer de créer des réseaux dans toute l'Europe avec des structures, des organisations, des formes de lutte qui entrent en contact avec ce qui se passe là-bas. Moi, je crois que c'est fondamental. C'est important de plusieurs points de vue. Bon, du point de vue que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a des expérimentations là qui doivent être connues, hein, et pas seulement connues à travers un article, mais connues d'une façon plus précise, quoi, avec des gens qui vont sur place, qui voient ce qui se passe, etc. Et puis, il y a cette nécessité au niveau des évolutions, des changements politiques, par exemple, ou des changements de gouvernement qui peuvent avoir lieu. C'est clair qu'un gouvernement de gauche en Grèce ne tiendra pas s'il n'y a pas un mouvement de solidarité dans toute l'Europe. Et ça, c'est très important. C'est très important d'avoir des structures, des grandes structures, des petites structures, des structures au niveau national, au niveau local, qui, quand il y aura un changement, ce qui est fort probable, un changement d'orientation de la politique en Grèce, qu'il y ait justement des structures dans toute l'Europe qui puissent être solidaires, non seulement par rapport au projet général, mais aussi par rapport au projet plus particulier d'un tel gouvernement ou d'une telle situation politique. Je crois que c'est très important.